Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire PME et Startup Optimiser votre CIR C2I en 2025, les clés, actualités et retours. Je suis Chloé Olive, chef de projet événementiel et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Cette conférence durera 30 minutes et nous prendrons 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vous précise que vous pouvez poser toutes vos questions également pendant le webinaire sur le module qui se situe sur la plateforme. Par ailleurs, cette présentation vous sera envoyée à la suite du webinaire ainsi que le replay. Alors, il y aura également 2 sondages qui vous seront posés au cours du webinaire et les experts prendront le temps de bien commenter les résultats. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter les 2 intervenants du jour. Nous avons donc Carole Henrion qui est consultante en financement de l'innovation. Bonjour Carole. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Et nous avons Chloé Krantz qui est experte fiscaliste chez Heming également. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Alors, je vous propose de passer à l'agenda du jour. Donc, nous débuterons à travers la procédure de déclaration en détaillant les étapes essentielles pour assurer une conformité optimale. Ensuite, on aborderons le formalisme attendu par l'administration fiscale afin de vous permettre de répondre précisément à ces exigences. On reviendra sur les actualités importantes, notamment les notions classiques relatives aux dépenses du personnel. Ensuite, nous vous présenterons les principales nouveautés introduites par le projet de loi de finances et projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2025. Enfin, nous vous dévoilerons notre solution innovante CIR Rapide qui vise à simplifier et accélérer vos démarches tout en maximisant vos bénéfices. Donc, désormais, je vais donner la parole à Carole. Merci beaucoup Chloé. Alors aujourd'hui, on va essayer de vous donner un maximum de clés, de bonnes pratiques et d'informations concernant cette déclaration de crédit d'impôt, soit crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation. Et donc avec Chloé, voilà, on a quand même beaucoup d'informations. Ça va être dense pendant cette demi-heure. Donc on va essayer de faire, j'allais dire, le plus explicite possible, d'être les plus complètes. Mais bien évidemment, on va pouvoir, grâce à vos questions, revenir si besoin sur des points qui ne sont pas clairs, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas du coup à commenter, à participer. Et puis nous, on va essayer du coup d'être synthétique, mais que vous ayez bien tous les éléments dont vous allez avoir besoin donc pour déclarer votre crédit d'impôt. Donc crédit impôt recherche, comme je l'ai dit, ou crédit d'impôt innovation, selon ce qui vous concerne, pour donc là les dépenses engagées au titre de l'année 2024, puisque ça y est, on arrive en fin d'année, un maximum d'entreprises clôture au 31/12 et cela signifie que vous avez jusqu'au 15 mai 2025 pour déposer donc votre déclaration. Évidemment, il y a des entreprises qui ont d'autres dates de clôture qui sont ce qu'on appelle des décalés, etc. Et donc, qui vont avoir des dates spécifiques. Mais là, on parle du cas général. Donc, cette déclaration, elle s'opère via le formulaire 2069A qu'on va joindre à la déclaration de solde de l'impôt sur les sociétés. Et à l'heure actuelle, ça y est, maintenant, on est sur la télédéclaration, on n'est plus sur les formats papier. Donc, ce qui permet d'ailleurs d'être plus souple et de pouvoir le faire jusqu'au dernier moment. À noter que à l'heure actuelle, donc sur le C2I, et ça s'est déjà produit du coup depuis le 1er janvier 2023, on a eu la suppression de la prise en compte des dépenses de fonctionnement. Mais sinon, il n'y a pas de modification ou de précision sur les autres postes de dépenses. Et là, je parle vraiment du CIR C2I 2024. Donc, encore une fois, jusqu'à cette fin d'année. Là, vous avez en extrait la première page de la déclaration du formulaire qui est encore daté justement de 2023, puisque là, sur le site du gouvernement, c'est encore cette version-là, mais qui va bientôt être actualisée. On peut donc passer à la suite. Ce qui est très important d'avoir en tête et qui va être vraiment primordial lorsqu'on on dépose son formulaire, mais qu'on se prépare justement à pouvoir justifier des dépenses qui ont été engagées. Et du coup, Chloé, je te laisse passer donc à la slide suivante. Voilà, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui va répondre au formalisme qui est attendu par l'administration. Et globalement, donc la pièce justificative dont on parle et qui suscite beaucoup d'échanges, c'est le dossier technique. Ce dossier technique, il doit respecter un canevas très précis. Donc il y a des parties, il y a une structure qu'il faut absolument respecter, avec une partie qui va être
commune et qui va être aussi une autre partie qu'on va modifier donc en fonction des travaux de chaque année si on est dans le cas d'un projet multi-année. Donc chaque année, on doit bien réécrire son dossier et on doit bien, encore une fois, se conformer à ce formalisme donc très strict. Et pour que ça se passe le mieux possible, eh bien, l'idéal, c'est de mettre en place des bonnes pratiques tout au long de l'année, c'est-à-dire de collecter les éléments qui sont relatifs à vos projets, aux différentes phases de ce projet. Donc, c'est-à-dire ne pas attendre que l'année soit écoulée pour se dire où sont mes justificatifs, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui va justifier des différentes phases de mon projet. Vraiment le faire au fur et à mesure. Toute la documentation qu'on peut consolider, elle est importante et elle va d'ailleurs pouvoir être demandée en cas de contrôle par l'administration fiscale. Et donc, cette formalisation, encore une fois, on peut vous accompagner. C'est important de savoir exactement ce qui est attendu. Ça peut vous aider à structurer justement votre documentation. Et pour ce faire, on a créé donc une vidéo, on a publié une vidéo qui détaille vraiment de manière très complète la justification scientifique dans le cadre du crédit impôt recherche. Et donc, vous aurez avec la présentation le lien justement vers cette vidéo. Alors, je pense que là, on va passer aux actes. Alors non, on va passer au premier sondage justement pour savoir un petit peu quelle est la tendance au niveau des gens qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que pour ceux qui sont donc concernés par le dépôt d'une déclaration de CIR ou de C2I, est-ce que vous avez des difficultés à justement constituer ce fameux dossier technique? Et on va vous laisser donc quelques instants pour répondre. Ah, Euh, on voit que ça, voilà, on voit que ça ouais. change. Je pensais que ça allait être partagé, mais Ouais. Allez-y, n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas encore répondu. On a la moitié des personnes, un petit peu plus, qui ont voté. Plus on a j'allais dire, plus on a de retours et plus ça nous permet du coup de savoir ce qu'il en est. Bon, je pense que globalement, Chloé, là, on a quand même une tendance. oui, j'ai l'impression. Ça remonte pour le oui. Mais globalement, alors, j'allais dire plus de réponses qui vont dans le sens du non. Donc ça va pour vous, ça fonctionne. Donc peut-être que vous appliquez en fait déjà un certain nombre de bonnes pratiques. Mais pour tous ceux qui ont répondu oui, que c'est complexe, en effet, d'où l'importance, encore une fois, d'aller regarder cette vidéo parce qu'elle détaille vraiment toutes les notions qui sont en lien avec la justification technique et également de se faire bien accompagner pour savoir comment constituer son dossier, qu'est-ce qui est attendu, parce que pareil, les attentes de l'administration, elles évoluent et on s'actualise par rapport à ça pour justement être les plus pertinents dans nos réponses. Donc ça, c'est le premier sondage. Et on en a donc un second, ce qui nous permet justement là d'anticiper par rapport à la suite de notre présentation. Est-ce que vous pensez, de manière plus globale, répondre donc aux attendus de l'administration fiscale? Donc ça veut dire à Plus tous les niveaux, difficile. avec tous les types de justifications. Ah, elle était plus difficile cette question. Cette question, elle est plus globale et elle porte vraiment Oui. sur l'intégralité du coup de la procédure. Donc là, on a pareil un peu plus de la moitié des personnes qui ont voté et on a une majorité de oui. Mm. Bon, bah écoutez, alors tant mieux, mais encore une fois, ce sont des attentes qui évoluent et sur lesquelles il faut rester à jour. Et donc, voilà, si jamais il y a justement des difficultés, se renseigner et c'est bien l'objet de ce qu'on va présenter là par la suite. Donc, ça nous donne déjà un petit peu, j'allais dire, une idée. En tout cas, ça veut dire qu'on a quand même un public qui est un minimum informé. Et là, on va aller rentrer plus dans le détail avec donc les actualités. Et je te passe la parole, Chloé. Merci beaucoup, Carole. Donc effectivement, on va désormais effectuer un focus sur les actualités et tout d'abord sur les dépenses de personnel, donc postes de dépenses particulièrement suivis par les vérificateurs. En effet, les principaux motifs de rectification sur les dépenses de personnel concernent notamment la qualification des personnels éligibles, les temps qui sont consacrés au projet de R&D, donc de recherche et de développement, et enfin la justification des temps passés sur ces projets de R&D. Donc en réalité, une fois vos projets identifiés, il est possible de valoriser le personnel ayant travaillé sur ces projets. Mais il faudra être en mesure de pouvoir justifier avec rigueur et précision, ce sont les termes employés par la doctrine, le temps des salariés ayant travaillé sur ces projets et qui, je le rappelle,
font l'objet de vérifications régulières de la part des organes de contrôle. C'est en réalité le premier poste de dépense en termes de montant. Il faudra donc identifier le personnel éligible et justifier les temps passés en R&D par ce personnel sur les projets éligibles. Concernant les différents moyens de preuve, l'administration fiscale n'a pas vraiment indiqué de méthode de preuve pour justifier ces temps. Dès lors, vous avez en réalité toute latitude pour prouver par tout moyen les temps valorisés. Néanmoins, notre retour d'expérience, il démontre quand même que la méthode la plus sécurisée, c'est de tenir à la disposition de l'administration une base de pointage à tenir au fil de l'eau pendant que vos salariés travaillent sur vos travaux de R&D. Donc, en résumé, pas de formalisme particulier attendu, une base de pointage. Au mieux, c'est la méthode la plus sécurisante, mais encore une fois, pas d'obligation légale sur la base de pointage. Alors maintenant, si on en vient au personnel éligible au crédit d'impôt recherche, tu peux passer à la suite s'il te plaît, Chloé. D'une manière générale, la réglementation et la doctrine administrative prévoient que ce sont toutes les personnes qui participent au développement d'un projet qui sont éligibles, tels que les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche. Alors, il faut, s'agissant des chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche, pouvoir démontrer leur qualification professionnelle. Et bien évidemment, le point de départ, c'est naturellement leur diplôme, mais ce n'est pas seulement le seul critère. En effet, la jurisprudence, qui par ailleurs a été reprise par la suite dans la doctrine administrative, tolère depuis assez longtemps qu'une personne non titulaire d'un diplôme d'ingénieur, par exemple, soit considérée comme ayant la qualification d'ingénieur dès lors qu'elle a acquis des compétences au sein de l'entreprise ou antérieurement, l'assimilant donc par le niveau et la nature de ses activités aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche. Donc, pour démontrer cette compétence, il est possible notamment de produire des CV, contrats de travail au sein de l'entreprise, mais aussi des anciens postes que les personnes ont pu occuper, les fiches de paye, les fiches de poste. Et dès lors qu'à travers ces documents, on démontre bien la capacité technique des chercheurs et des ingénieurs, on n'a pas de vraies difficultés particulières à justifier leur implication dans un projet précis. Mais c'est aussi important d'illustrer concrètement la participation des personnes concernées dans ces projets, et notamment en soumettant à l'administration fiscale en cas de contrôle des livrables auxquels ils ont pu participer et dont ils sont eux-mêmes les auteurs, ou encore qu'ils ont écrit, bien sûr, pour démontrer très concrètement leur investissement. Donc, par suite, l'idée, tu peux passer à la suite, Chloé. L'idée ici, c'est d'attirer votre attention sur des actualités récentes. Bon, on n'a pas beaucoup de temps avec Caral, donc j'en ai sélectionné deux qui me paraissaient importantes. La première, c'est une jurisprudence donc, du Conseil d'État, donc de la plus haute juridiction, société Awali Consulting. Donc, dans cette décision, le Conseil d'État, il est venu préciser, rappeler que les dépenses de personnel donc relatifs aux jeunes docteurs peuvent être prises en compte pour le double de leur montant pendant 24 mois suivant le premier recrutement, à condition que, d'une part, le contrat de travail soit à durée indéterminée et que, d'autre part, l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. Point d'attention concernant le décompte du délai de 24 mois, puisque la valorisation d'un jeune docteur recruté avant son doctorat est possible, mais la période peut être alors plus courte que 24 mois. Puisque, par exemple, si on prend le début de la période de doublement, on va prendre en compte l'obtention du doctorat et la date de fin de doublement va correspondre aux 24 mois après la conclusion du CDI. Donc, typiquement, si je prends un exemple, si j'ai une date d'embauche en CDI le 14 juin 2016 et une date d'obtention du doctorat, le 23 novembre 2007, j'aurai un doublement qui va du 23 novembre 2016 au 13 juin 2018, donc qui est bien inférieur à 24 mois. Concernant la deuxième jurisprudence, donc comme je vous l'ai dit au début, le poste de dépense de personnel est un des postes le plus challengés par l'administration fiscale, qui est le plus contrôlé puisque c'est le plus important en termes de dépenses. Et dernier temps, il y a 2-3 jurisprudences, on va dire, qui remettent en cause les mises à disposition en matière de crédit d'impôt recherche, et notamment pour défaut de formalisme, puisque, comme vous le savez, lorsque vous mettez à disposition un de vos salariés, il doit normalement conclure un contrat de mise à disposition et un avenant au contrat de travail à votre salarié doit être signé.
Le contrat de mise à disposition doit normalement respecter un formalisme particulier qui est prévu par la doctrine. Et on se rend compte souvent chez nos clients que ce formalisme n'est pas tout à fait respecté. Nous, en tout cas, sachez qu'on peut analyser ces contrats et vous préconiser de les sécuriser pour éviter justement des remises en cause de la part de l'administration fiscale. Là, je vais passer à un sujet qui, je pense, intéresse tout le monde. Donc, le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui, je ne sais pas ce que tu en penses, Carole, mais je trouve que c'est un peu les montagnes russes cette année, cette année 2024. Oui, alors il y a eu, en effet, j'allais dire, on a suivi cette actualité depuis le départ. Beaucoup de rebondissements, beaucoup de débats, notamment sur les réseaux sociaux, entre les différents organes impliqués, et puis aussi avec forcément les entrepreneurs et entrepreneuses. On essaye, j'allais dire, de se tenir au courant, mais ça change tellement vite. Et donc, voilà, je sais que c'est une mission complexe pour toi de nous éclairer, mais merci de le faire. Et jusque, j'allais dire, tu as même modifié les informations qui sont présentes sur les slides jusqu'à ce matin, c'est pour dire. Oui, Donc, c'est vrai. donc je te laisse y aller. Et puis, bah, on aura peut-être voilà, des questions par rapport à ça, on verra. Et encore une fois, on essaiera d'y répondre du mieux possible. Alors, concernant le PLF et le PLFSS, donc ces deux projets, ils ont été déposés à l'Assemblée nationale le 10 octobre. Donc, initialement, le projet de loi de finances, donc PLF, ne prévoyait aucun ajustement pour le crédit d'impôt recherche, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de modification sur le crédit d'impôt recherche. Concernant le crédit d'impôt innovation et le crédit d'impôt collection, effectivement, le PLF n'en faisait pas mention. Dès lors, ces dispositifs devaient en principe s'arrêter au 31 décembre 2024. Concernant le projet de loi de finances de la sécurité sociale, donc le PLFSS, lui, dans son projet initial, prévoyait bien la suppression des exonérations sociales pour les JEI. Entre-temps, le texte à l'Assemblée nationale a été discuté par les députés et ils ont déposé des amendements, donc des amendements qui permettent de modifier les textes initiaux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, tu peux passer à la suite, Chloé, s'il te plaît. À l'Assemblée nationale, il y a eu plusieurs amendements déposés, comme je le disais, notamment des amendements pour permettre la prorogation du crédit d'impôt innovation jusqu'au 31 décembre 2027 et la prorogation du crédit d'impôt collection jusqu'au 31 décembre 2027 également. Mais il y a également beaucoup d'amendements qui avaient été déposés pour un petit peu modifier le crédit d'impôt recherche en excluant notamment les activités de veille technologique. Et concernant le PLFSS, il y avait bien eu des amendements qui avaient été déposés pour permettre le rétablissement de l'exonération des cotisations sociales patronales pour les JEI. Concernant le PLF, le 12 novembre, les députés, ils ont rejeté la première partie du texte, ce qui fait que l'intégralité du texte a été considérée comme rejetée et a été transmise au Sénat. Pour le PLFSS, les députés n'ont pas réussi à débattre dans les temps, donc il a été transmis, lui, directement, sans vote, au Sénat. Donc tout ce que j'ai dit là, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, est devenu du coup obsolète, puisqu'on est reparti au départ une fois qu'on est arrivé au Sénat. Une fois au Sénat, les sénateurs ont pu de nouveau déposer des amendements et modifier donc les textes initiaux. Pour le PLF, il a été déposé notamment des amendements pour permettre la prorogation du crédit d'impôt innovation jusqu'au 31 décembre 2027, mais avec un taux abaissé à 20%. Tu peux passer à la slide suivante, Chloé, pardon. Concernant le crédit d'impôt collection, pareil, un prolongement jusqu'au 31 décembre 2027. Concernant le crédit d'impôt recherche, les sénateurs ont également déposé des amendements pour prévoir l'exclusion des frais liés au brevet et des dépenses de technologie et pour prévoir une définition des subventions publiques. Ce PLF, il a été voté donc avec les amendements cités le 31 décembre au Sénat pour cette première partie et cette semaine devait normalement se faire les discussions sur la deuxième partie. Entre-temps, on a eu des péripéties sur le PLFSS, puisque le mardi 26 novembre, le Sénat a adopté le PLFSS et du coup, il en est ressorti le rétablissement de l'exonération de cotisations sociales patronales pour les JEI et un passage du seuil d'intensité de la R&D minimum de 15 à 20%. Entre-temps, il y a eu une discussion du 26 novembre au 29 novembre en commission mixte paritaire pour se mettre d'accord sur le texte du PLFSS
Mais comme vous avez dû le voir hier, donc le lundi 2 décembre, le gouvernement a décidé d'engager sa responsabilité et donc d'utiliser le 49.3. Deux possibilités. Aujourd'hui, devrait normalement se discuter pour voir si une motion de censure est votée. Soit une motion de censure est votée et dans ce cas-là, le gouvernement sera renversé. Soit la motion de censure ne sera pas renversée et le PLFSS sera adopté tel quel et les discussions sur le PLF se feront en parallèle au Sénat. Carole, je te laisse la main après cette petite présentation succincte du PLF et PLFSS. Merci. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci Chloé. Alors, moi, je reprends la main pour parler donc de l'accompagnement que nous proposons chez Hemming pour justement réaliser la déclaration des PME et des startups qui voilà, vont avoir déjà beaucoup de contraintes puisque quand on est chef d'entreprise et que voilà, on est sur une activité de ce type-là, on a beaucoup de temps à consacrer à, j'allais dire, énormément de tâches et peu à justement sa déclaration de CIR C2I qui peut comporter beaucoup d'étapes et beaucoup de complexité. Donc, chez nous, on vous propose un accompagnement par donc un consultant ou une équipe de consultants dédiés experts du secteur concerné, qui vont pouvoir du coup vous donner tous les conseils personnalisés qui vous concernent pour mieux justement mettre en place des bonnes pratiques au sein de votre entreprise, avoir les bons réflexes, produire en tout cas les justificatifs qui sont attendus et obtenir justement ce fameux dossier technique qu'on évoquait précédemment et qui va être vraiment la clé d'une déclaration réussie. Le dossier technique, nous, dans notre accompagnement, en fait, on le rédige vraiment au fil de l'eau pour qu'à la fin de la mission, vous l'ayez, qu'il soit en votre possession et que vous puissiez donc le transmettre à l'administration fiscale s'il vous est demandé. Et ce qui est important, c'est que le fait d'avoir donc et votre CERFA qui soit prêt et votre dossier technique, ça vous permet d'accélérer, de faciliter l'intégralité du coup de la procédure et notamment si vous êtes dans le cas d'une demande de restitution, c'est-à-dire que vous demandez le remboursement de votre créance de crédit d'impôt, eh bien ça vous permet du coup de faciliter l'obtention des fonds puisqu'en général à ce moment-là l'administration va demander des justificatifs et qu'ils seront prêts et que donc vous allez gagner du temps à ce niveau-là pour justement recevoir la trésorerie. Sur la slide suivante, je détaille donc là le process de manière, j'allais dire plus fine. C'est vraiment quelque chose de structuré qu'on va préparer en fait en amont avec vous, en posant des jalons, en posant un calendrier qui soit cohérent d'une part par rapport à votre date de clôture bien sûr, mais également par rapport à vos contraintes, par rapport à vos moments de disponibilité pour qu'on s'occupe donc de cette déclaration. C'est via une réunion de cadrage en amont qu'on va vraiment tout mettre en place, qu'on va aussi être en capacité du coup de manière personnalisée de vous fournir une liste d'éléments qui vont être donc à préparer et qu'on puisse avoir donc en notre possession lorsque la mission se lancera officiellement. À partir du lancement de la mission, donc là, on se donne 3 semaines pour que vous ayez donc votre CERFA et votre dossier technique qui soit prêt. Donc évidemment, ça va passer par l'identification des dépenses qui sont vraiment éligibles via votre périmètre de R&D ou périmètre d'innovation. On va collecter également les éléments financiers, les éléments techniques. On rajoutera bien sûr des audits si nécessaire auprès des différentes personnes qui sont impliquées au niveau de la R&D ou de l'innovation. Ensuite, il y aura une phase de calcul et évidemment donc une phase de rédaction. À la fin, donc vous avez tous vos livrables et vous pouvez donc être serein par rapport aux demandes potentielles de l'administration fiscale. Pareil, si vous avez des questions là-dessus, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous faire un retour. C'est bon pour moi et je pense qu'on va pouvoir passer justement à la phase de questions, Chloé. Oui, pardon, tout à fait. Je reprends la main. Hop. Alors, merci beaucoup Chloé et Carole pour cette présentation très claire. Donc, on va passer désormais aux questions. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore posé vos questions, de le faire maintenant. Il n'y a pas de souci, juste sur le canal questions. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a des mains levées, mais je vais vous laisser les écrire finalement, les questions. Ce sera plus simple pour nous d'y répondre, si ça vous convient. En attendant, je vais pouvoir en lire une.
Alors, on a une question. À quel moment est-ce que mon dossier technique peut être demandé par l'administration fiscale? Je vous Alors, laisse y répondre. je vais prendre la question. Alors, en effet, parce que ce dossier technique, donc on est obligé de le constituer, comme je le disais, chaque année, puisqu'il vient vraiment justifier en fait des travaux qui ont été réalisés, des dépenses qui ont été engagées sur l'année considérée, hein, l'année de déclaration. Par exemple, si c'est l'année 2024, tout ce qui a pu se passer entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Et donc, c'est vrai que ce dossier, on ne le fournit pas, j'allais dire, de manière comme ça régulière chaque année. On ne l'envoie pas dans un petit dossier pour Noël, donc à l'administration fiscale, non. Ça va pouvoir être demandé. Donc, si par exemple on a une demande d'information, donc ça arrive beaucoup dans le cas des demandes de restitution dont je parlais juste avant, c'est-à-dire qu'on demande justement de récupérer la créance de manière anticipée. Là, l'administration, elle va souvent demander des justificatifs, donc ça peut être des justificatifs aussi bien sûr sur l'aspect financier, mais elle va généralement demander le dossier en première intention. Et donc, là, à ce moment-là, on fournit le dossier. Donc ça peut du coup arriver très, très vite après la déclaration. Et sinon, l'administration fiscale peut demander le dossier technique dans le cas d'un contrôle. Donc là, il y a différentes typologies de contrôle, hein, je ne rentre pas là-dedans. Mais là, forcément, elle va vouloir aller investiguer en détail le dossier technique. Et d'ailleurs, souvent, elle va faire un contrôle sur plusieurs années de déclaration. Et donc, il faudra être en capacité de fournir le dossier individualisé pour chaque année. Sachant que ça peut arriver donc plusieurs années justement après la déclaration, ce qui veut dire que il faut vraiment être prêt et il faut garder ces dossiers. Et c'est pour ça que plus on a fait les choses, encore une fois, dans les temps, au fur et à mesure, plus on a pu consolider les éléments qui sont exacts et on ne doit pas se souvenir, j'allais dire, 3 ans plus tard pour rédiger un dossier en catastrophe. Voilà. Le but, c'est d'être vraiment prêt et de tenir justement ces justificatifs à jour, j'allais dire, année par année. Voilà. Merci Carole. Alors, je vais passer à la question suivante. Pour une JEI, quel est le délai de remboursement du CIR après la date de clôture? Alors, Chloé, ton micro est coupé. Donc ça, je sais. Ouais, on ne t'entend plus. Je pense que ça s'est coupé de manière un peu automatique. Ah. Non, on ne t'entend pas. Alors par contre, je lis sur tes lèvres, mais ça peut être un peu compliqué. Je pense que tu as différentes options pour essayer de... Ouais, peut-être un petit souci technique. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'était bon, mais ça s'est verrouillé de nouveau. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé et je pense que Chloé, tu vas pas avoir la main pour la débloquer. Alors, est-ce que tu peux reposer la question? Parce que moi, je peux peut-être commencer à y répondre. C'est bon là? Ah, c'est OK. Oui, c'est bon, c'est bon. On en était où? J'étais perturbée avec Oui, mon on va micro. reposer la question, je pense. Oui. Donc, ça Oui. concernait justement le statut JEI. Ouais. Alors, pour une JEI, quel est le délai de remboursement du CIR après la date de clôture? Alors, en principe, une GI, donc faut être une PME pour bénéficier du dispositif du GI. Donc, normalement, vous pouvez bénéficier du remboursement immédiat. Et le délai de remboursement, bah, par principe, je mets vraiment de grosses guillemets, l'administration fiscale est censée, une fois la demande de remboursement faite, répondre dans un délai de 6 mois. Au-delà du délai de 6 mois, quand elle ne répond pas, c'est un rejet. Donc, il faut refaire une nouvelle demande de remboursement. Merci Chloé. On va passer à une autre question. Alors, si on engage quelqu'un en thèse CIFRE, qu'encourt la période jeune docteur dès lors que nous l'avons engagé au moins de 3 ans auparavant? Ah, Alors, de la même façon, Chloé, ça s'est verrouillé de nouveau. Parce qu'en effet, j'allais dire, c'est une question pour toi. Et qui vient parfaitement, justement, illustrer cette jurisprudence, en tout cas, qu'on a évoquée par rapport au jeune docteur. Voilà, c'est revenu. bon. C'est J'ai bon. l'impression qu'une fois que j'ai fini de parler, mon micro se coupe. Alors, donc, c'était la question sur la thèse CIFRE. Alors, effectivement, la jurisprudence que j'ai citée, la réalisation en fait d'un avenant
n'est plus un prérequis lorsque le doctorant il a déjà été embauché par l'entreprise en CDI en amont du coup de l'obtention de sa thèse. Donc pour la période de doublement, il faut vraiment prendre pour la date de début l'obtention du doctorat, c'est vraiment la date de début, et la date de fin, et bien du coup c'est la date d'embauche en CDI, donc du premier CDI. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci en tout cas. Je pense que ça a répondu. Ici. En tout Ouais. cas, sinon, n'hésitez pas à réagir de nouveau, à commenter, si besoin. Cela court sur 24 mois. C'est la suite de... Oui, par contre, Chloé, est-ce que tu nous entends? Parce que du coup, j'ai l'impression que voilà, Ouais. ça coupe un petit peu de ton côté. Ah, j'ai pas l'impression. Ouais. Là, pour le coup, Bon, en tout cas, j'allais dire, je pense que là, ça a répondu sur cette question-là et on peut passer à la suite s'il y a d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions. Alors, a priori, pensez-vous que l'exonération de charges patronales pour les JEI va être abolie ou maintenue? Honnêtement, c'est compliqué de répondre puisque tous les amendements allaient dans le sens du maintien d'exonération, que ce soit à l'Assemblée nationale ou les sénateurs, ils étaient plus pour le maintien des exonérations. Le problème, c'est qu'avec la motion de censure qui sera votée ou non, c'est un peu dans le flou. Si la motion de censure est rejetée, le PLFSS il serait voté en l'état et dans ce cas-là, il y aurait bien le maintien de l'exonération des cotisations pour les JEI. Si la motion de censure, à l'inverse, n'est pas, enfin, est votée, là, c'est un petit peu le flou. Honnêtement, ça risque d'être le flou, c'est-à-dire que le PLFSS serait rejeté et dans ce cas-là, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer. Le gouvernement sera renversé et le temps de rediscuter un nouveau PLF, le temps est limité puisque, je le rappelle, la navette parlementaire prend fin le 21 décembre, ce qui laisserait très très peu de temps au gouvernement pour rediscuter un nouveau PLF. Et donc, pour l'instant, c'est trop compliqué de se prononcer. On en saura, je pense, un peu plus d'ici aujourd'hui et même un petit peu fin de la semaine en fonction de l'évolution de la motion de censure ou pas. Merci Chloé. Alors, je poursuis. Qu'en est-il du statut JEIR? Une JEI peut-elle devenir JEIR? Bon, j'ai combiné deux questions. Alors là, je pense que c'est de nouveau une question pour Chloé et ton micro est... Voilà, C'est bon. c'est bon. C'est bon ou pas? C'est revenu, oui. Alors, je travaille vraiment sur mes souvenirs. Donc, de mes souvenirs, une GU peut être qualifiée de jeunes entreprises innovantes de recherche, mais je crois qu'elle doit réaliser des dépenses de R&D d'au moins 30%. Alors que pour la JEI, c'est 15% avec, là, si les amendements sont adoptés, ça serait un effort de R&D de 20%. Mais normalement, une GEI peut être qualifiée de JEIR lorsqu'elle réalise des dépenses de R&D d'au moins 30%. Merci Chloé. Bon, maintenant on ne voit plus. Désormais on t'entend, mais on ne te voit plus. Et ce qui est bien, c'est comme ça varie. Ça varie. Mais continuez de poser vos questions, il n'y a pas de problème. Au moins, on a encore le son. Voilà. C'est ça, c'est le principal. Ah bon, ça y est. Alors, une autre question. J'ai soutenu ma thèse en décembre 2023. Je suis actuellement en post-doc jusqu'en décembre 2024 et commence un CDI en janvier 2025 en tant que directeur technique. L'entreprise pourra bien bénéficier du CIR pour mon salaire pendant 24 mois. Encore une fois, il faudrait faire le calcul, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, le début de la période de doublement, c'est l'obtention du doctorat. Donc, il faudrait prendre la date d'obtention de votre doctorat, donc de votre thèse, quand vous avez fait, vous êtes devenu du coup doctorant. Et après, il faut prendre la date pour la fin du doublement. Il faut prendre la date, c'est les 24 mois après la conclusion du CDI. Donc, en fait, il faudrait faire le calcul et soit vous tombez bien sur 24 mois, soit malheureusement, avec la nouvelle jurisprudence et les précisions apportées par le Conseil d'État, c'est un petit peu moins de 24 mois. Donc,
Pour faire le calcul, vous prenez la date de début de période, l'obtention du doctorat. Ça, c'est la date de début. Et la date de fin, c'est que vous prenez 24 mois après votre embauche en CDI. Merci Chloé. Après, si il peut me donner, bien sûr, sa date d'obtention du doctorat et la date exacte de début de CDI, je pourrais lui communiquer après par mail ou autre si nous avons ses coordonnées, le calcul exact sans problème. Alors, le 11 décembre 2023, a priori, si je ne me trompe pas, on a 1er janvier 2025. 11 août 2023 au 1er janvier 2025. Voilà. Bon, dans ces cas-là, je pense qu'on prendra le temps de répondre à ces questions individuellement à la suite de ce webinaire. Ce sera plus intéressant pour vous. Ouais, tout à fait, tout à fait. On prend les informations et on pourra faire des retours d'ailleurs personnalisés là, du coup avec voilà, n'hésitez pas à laisser le contact et comme ça, voilà, on pourra faire ces retours-là. Tout à fait. Exactement. On peut terminer, on a encore un petit peu de temps avec une autre question. Alors, qu'en est-il de personnes qui font plusieurs doctorats? Peuvent-elles bénéficier de l'avantage jeune docteur? Alors, qui font plusieurs doctorats, c'est-à-dire Je me demandais la même chose. Je me la disais c'est à question qui? me paraît, parce que par principe, c'est-à-dire qu'il aurait un doctorat dans une entreprise et un autre doctorat dans une autre entreprise. Donc, est-ce que chacune des entreprises pourrait bénéficier du dispositif jeune docteur? C'est ça le sens de la question? Qui ont déjà un doctorat et en font un autre dans d'autres domaines. Ah, il fait 2 doctorats en parallèle. Oui. C'est ça que je comprends. Ah là, on t'entend plus. Vous m'entendez là? Oui, là, c'est bon. Il y a une petite précision, non séquentiellement type avec un intervalle de 5 ans. Je te laisse la parole. Avec un intervalle. Alors, je vous avoue que là, j'ai un petit doute, parce que pour moi, le dispositif du jeune docteur, on peut en bénéficier une fois dans le crédit d'impôt recherche. J'ai jamais vu le cas d'un jeune docteur qui avait eu un doctorat et qu'après, on faisait un deuxième 5 ans après, et ce qui pouvait être valorisé au crédit d'impôt recherche. Donc, comme j'ai un petit doute et que je voudrais pas dire de bêtises, pareil, je prends la question et je reviens vers vous. Sauf si quelqu'un a une petite idée, mais là, j'ai vraiment trop un petit doute, donc je préfère pas me prononcer. Pour le coup, c'est un cas très particulier et donc ce que je dis, voilà, pour le coup, c'est un cas très particulier. Et à mon niveau, et j'ai accompagné, j'allais dire, un grand nombre d'entreprises avec des cas de jeunes docteurs. Moi, j'ai jamais encore eu le cas. Donc, on va prendre le temps de répondre à cette question et à faire un retour. Ouais. Et je pense que pour les autres questions, c'est également très spécifique. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on mette fin, à part si vous avez d'autres questions un peu plus générales. Mais sinon, on peut mettre fin à ce webinaire et on prendra vraiment le temps de répondre à toutes vos questions, encore une fois, individuellement. Et n'hésitez pas à les poser donc sur notre adresse mail finance-innovation@eming.com. Vraiment, on insiste et on sera présent pour y répondre précisément. Avec grand plaisir. Donc on va bien, j'allais dire, on va noter voilà tout ce qui nous a été transmis. N'hésitez pas en effet, même après le webinaire, à venir compléter si jamais voilà vous avez une question qui vous vient par la suite. On a retrouvé Chloé à l'image et au son, donc c'est parfait. On va terminer en J'étais disant à l'image. on te voit. Ouais. Mais même dans ces conditions complexes, écoute, on a réussi en tout cas. Donc, bah, Oui, un grand merci. Merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir. Et puis, bah, voilà, encore une fois, on reste à votre disposition pour toute question et pour tout échange. Et puis, bah, certainement, j'allais dire, à une prochaine fois pour un autre webinaire. exactement. Exactement. Merci tout le monde. Merci beaucoup Chloé, merci Carole. Et encore une fois, je vous précise que la présentation vous sera envoyée à la suite du webinaire. Vous aurez également le replay et voilà, reste à votre dispo pour toute question éventuelle. Merci à tous et très bonne journée. Merci tout le monde. Au revoir, merci. Merci.
Au Au revoir. revoir.